D'où venons-nous? Où commence l'Odyssée humaine? Le point de départ de notre histoire semble être la vallée du Rift, en Afrique de l'Est. Cette région est la première de la planète à avoir été peuplée. En 1967, une preuve archéologique a été découverte en Éthiopie par Richard Leakey, fils de deux archéologues légendaires, Mary et Louis Leakey. Il était venu enquêter sur les origines de l'humanité. Aujourd'hui, la science sait de façon sûre que l'humanité a pris naissance en Afrique, sous la latitude du Kenya, dans cette région qui est à cheval sur le Kenya, l'Éthiopie et la Tanzanie. Même jusqu'en Afrique du Sud, suivant un axe nord-sud. Or, une humanité qui est née sous une telle latitude au niveau de l'équateur n'aurait pas pu survivre si elle n'était pas pigmentée noire dès son apparition. La nature ne crée rien au hasard et elle a protégé l'humanité qui est née sous l'équateur en Afrique par un écran de mélanine. C'est ce qui fait que les premiers hommes étaient nécessairement noirs tant qu'ils n'étaient pas encore sortis de l'Afrique. C'est seulement quand cette humanité va sortir de l'Afrique pour aller peupler le reste de la Terre qu'elle va changer d'aspect suivant les régions géographiques et que les autres races vont apparaître. Ces premiers hommes comprenaient en réalité 6 spécimens. L'humanité, la nature a créé 6 spécimens d'hommes avant d'arriver à l'homme que nous sommes aujourd'hui. Les 3 premiers spécimens, je n'ai pas besoin de les nommer, n'ont pas atteint, dans l'état actuel de la recherche scientifique, un potentiel d'expansion leur permettant de sortir de l'Afrique. Donc, ils n'ont jamais été hors d'Afrique, dans l'état actuel des recherches. Yes. Les 3 autres sont sortis de l'Afrique. Le 4e et le 5e ont disparu. Il ne reste que le 6e qui est l'homme que nous sommes. Le 5e, le 5e, c'est celui-là que j'ai projeté ici. Vous le voyez. Cet homme ressemble beaucoup à l'homme actuel, mais il n'est pas encore arrivé au stade de l'homme actuel. Mais il n'était pas encore très différencié. Si vous le regardez, vous verrez que la différence qui le sépare de l'homme que nous sommes, c'est qu'il n'a pas de front. Vous voyez, les yeux sont presque à la place du front. Détail, il faut le remarquer, il n'a pas de front. Donc, il n'a pas... Son cerveau antérieur est très différent du cerveau antérieur de l'homme actuel. Si vous le regardez, c'est comme s'il avait les yeux ici. Et quand on étudie son cerveau, quand on étudie l'anatomie de son cerveau, on voit qu'il n'a pas cette partie-là, ce cerveau antérieur. Ce qu'on appelle le lobe antérieur du cerveau, il ne l'a pas. C'est la grande différence entre lui et l'homo sapiens sapiens que nous sommes. Et ce spécimen n'a jamais pu sublimer la nature pour créer l'œuvre d'art. Ils s'appelaient les Olmecs. Pour en savoir plus sur eux, nous avons remonté les différentes civilisations qui ont vécu sur ces terres. Les Aztèques sont les plus connus. Il y a 5000 ans, ils ont créé un vaste empire couvrant une surface de plus de 205 000 km². Ils ont bâti de vastes temples, d'immenses cités. Les Mayas sont eux aussi assez connus et nous ont également laissé un incroyable héritage de pierre. Ils ont régné sur un empire de 260 000 km² et sur plus de 20 millions d'hommes. Les murs de leur temple nous racontent l'apogée et le déclin de leurs dieux et de leurs rois. Mais nous remonterons encore plus loin. Des siècles avant l'avènement du peuple maya et 1200 ans avant la naissance du Christ,
les Olmecs émergeaient de la forêt tropicale des plaines mexicaines. À des kilomètres de là, Ramsès régnait sur l'Égypte ancienne. Mais en Amérique centrale, jusqu'à ce que les Olmecs s'y installent, c'était la jungle qui régnait. En termes d'hommes, les civilisations aztèques et mayas comptaient pourtant. Le peuple Olmec était peut-être moins nombreux, mais il a été le premier à régner sur la jungle. De nos jours, le mystère de ce peuple reste entier. La forêt a englouti presque tout ce que les Olmecs avaient construit. D'ailleurs, le monde ignorait tout de leur existence jusqu'à ce que la première tête géante ne fasse son apparition. Des têtes colossales, étranges, sans corps, au nombre de 17, jusqu'à présent. Le site de San Lorenzo a révélé 10 têtes colossales, mais elles n'ont pas été faciles à trouver. Les premières têtes furent déterrées dans les années 1800. Elles suscitèrent la curiosité. Dégagées des profondeurs de la Terre, rien de semblable n'avait été vu auparavant. Les gens étaient perplexes. Les spéculations allaient bon train. À qui appartenaient ces visages? En 1940, les archéologues s'étaient remis de leur surprise. Ils commencèrent à les apprécier en tant qu'œuvres d'art indigènes et décidèrent de qualifier les Olmecs de San Lorenzo la première civilisation d'Amérique centrale. What is very unusual about this civilization was that not only was it the mother of American civilizations, but it contained elements that were not just native to America, but was a fusion between the Native American and people coming from outside. The most significant of those outsiders were the Africans. Le 17 mai 1970, Thor Heyerdahl, un Norvégien, tente d'appliquer sa méthode de démonstration par l'exemple en utilisant cette fois des bateaux en papyrus des anciens Africains qu'il pense aptes à traverser l'océan Atlantique. Une première expérience à bord du Ra numéro 1 échoue après 5000 km en mer. Mais l'année suivante, le bateau de papyrus Ra numéro 2, parti du Maroc le 17 mai 1970, atteint la Barbade après 57 jours en ayant parcouru 3200 miles, soit 6200 km environ, poussé par les courants marins, démontrant que les anciens Égyptiens auraient pu influencer les civilisations précolombiennes. Ce bateau a été construit selon la pure tradition de l'Égypte antique par des pêcheurs indiens du lac Titicaca de la Bolivie, le seul endroit au monde où l'on navigue encore dans des barques en jonc similaires à celles de la vallée du Nil. La marchandise avait été acheminée depuis le lac Tana en Éthiopie et source du Nil bleu. Les Indiens choisirent les meilleurs papyrus et se mirent au travail. Des milliers de joncs ont été constitués en 2 énormes fagots cylindriques et liés très serrés par une seule corde en spirale. Puis, les 2 fagots ont été reliés solidement l'un à l'autre et bordés,
chacun d'un faisceau latéral plus petit qui donna sa largeur au bateau. Les deux extrémités des fagots furent redressées verticalement pour former la proue. Christopher Columbus, Zach, Jamblas, Lion. Christopher Columbus, Zach, Jamblas, Lion. En tant que descendants non seulement d'Africains qui ont été déportés en Amérique, mais aussi d'indigènes du continent américain, le souvenir de Christophe Colomb ne peut qu'évoquer pour moi ce qui a été le premier génocide des temps modernes, puisque c'est justement avec l'arrivée des chrétiens d'Espagne, avec Christophe Colomb là-bas en Amérique, qui a démarré ce qui deviendrait le premier génocide des temps modernes, qui a été le génocide des peuples indigènes qui habitaient le continent au moment où les Européens ont débarqué en 1492. Donc, dans la mémoire des peuples là-bas en Amérique, ou en tout cas dans la mémoire des peuples indigènes, Christophe Colomb, son souvenir est étroitement associé à la destruction des peuples indigènes, sachant que, d'après certaines informations données par des historiens, les habitants du continent américain, à l'arrivée des Européens, auraient été d'à peu près 80 millions de personnes. Et d'autres historiens, cette dernière décennie, des historiens sud-américains, affirment qu'en réalité, il y avait plus de 100 millions d'habitants au moment de la conquête. Toujours est-il que 50 ans après, lorsqu'il a eu lieu le premier recensement fait par les Espagnols, il ne restait plus que 10 millions d'êtres humains, 10 millions d'indigènes, je veux dire. Ce qui veut dire qu'il y avait eu une destruction au moins en l'espace de 5 décennies, puisque le recensement a eu lieu à peu près en 1550 et l'arrivée des chrétiens d'Europe a lieu en 1492. Donc, si vous voyez, ce que cela représente aussi bien en termes relatifs qu'en termes absolus. On passe en l'espace de quelques 50 ans d'une population qui était, selon les gens, de 80 millions d'êtres humains, et selon d'autres, était probablement plus de 100 millions. On passe à 10 millions de personnes. Vous vous rendez compte, une diminution de probablement 90 millions d'êtres humains, c'est une hécatombe. C'est un désastre incomparable à nul autre. He's a liar.